part de l'idée que un des effets donc du grand bouleversement que nous avons connu, donc qui va marquer le monde d'après, va se répercuter déjà de manière symbolique tout à fait spectaculaire et impressionnante pour le public, notamment le public français, par des transformations à la tête de l'État. Voilà. Alors, bon, il y a des noms qui circulent, on va les citer, hein, et puis... Ce serait Macron. Alors je ne sais plus, il y a eu Macron 2-0, 3-0, en 2, il s'est refait, donc il a encore changé aux dernières nouvelles, et c'est donc dans cette perspective-là que les choses changent autour de lui. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être introduire ce qui s'appelle du social. Chez eux, le social n'a pas certainement le même... Oui, c'était un gros mot avant. Dans le monde d'avant, enfin dans le monde d'immédiatement avant. Dans le monde d'avant, non, mais là, dans le monde nouveau, qui était donc maintenant le monde d'avant, puisqu'on va passer au monde d'après, donc le social, c'était plutôt un gros mot. Voilà. Et alors là, maintenant, ça a changé. Ça a changé complètement. Oui, voilà, une chose qui a changé. Chacun, le maire, a que du social à la bouche. Oui, parce que le monde nouveau, enfin le monde d'après, plus exactement, puise énormément dans le monde d'avant et même avant-hier. Très lointain, déjà. Hein? On se demandait même s'ils existaient encore. On a recherché si Allègre était toujours vivant. Hein? Oui. Donc, on fait des recherches. Il est toujours vivant ? Je n'ai pas cherché. J'ai oublié de vérifier. On le mettra à l'écran. Bon. Donc, oui, parce que quand même... Bien, alors nous allons... Nicole, merci d'être parmi nous. Donc, grâce à toi, nous allons pouvoir inaugurer une nouvelle chronique, Télé 14, qui va nous permettre d'informer à la fois le quartier sur ce qui se passe dans le quartier, mais sur ce qui se passe au-delà, et qui quand même nous concerne en tant que citoyens responsables, hein, et concernés par les affaires publiques et politiques du pays, puisque nous sommes là maintenant, chacun s'accorde à le dire, même si c'est sur des tons et selon des modalités bien différentes, à la veille du monde d'après. Il est devant nous, et ce monde d'après va se caractériser, d'après ce que tu m'as dit, par des grands bouleversements hautement symboliques, puisque à la tête de l'État et du gouvernement, là tu as creusé la question parce que tu as été très attentive à tout ce qui se disait, tout ce qui se passe, tout ce qui se trame, pourrait-on dire, mais avec une perspective de voir ces choses-là se décider dans un avenir très proche. Alors ce monde d'après, qui ressemble, comme tu vas peut-être nous l'expliquer plus en détail, quand même beaucoup au monde d'avant, voire d'avant-avant, avant-avant-hier, qui est donc le monde d'après, du monde nouveau, du deuxième monde nouveau de Macron, on en est peut-être au Macron 3.0, je ne sais quoi, là maintenant, et où les choses vont peut-être prendre une tournure complètement différente du fait des événements extrêmement spectaculaires et bouleversants que nous avons connus, et pas seulement à l'échelle du 14e, mais nationale et même mondiale. Alors donc ces événements vont se répercuter, semble-t-il, et ont bouleversé complètement le paysage, y compris idéologique, au point que maintenant il y a des gros mots qu'on entend, du genre social, des choses comme ça, et ça semble être... c'est très à la mode social. Voilà, une des choses qui vont déterminer des transformations au niveau du personnel politique, et c'est de ça que tu vas nous parler, puisque, encore une fois, tu t'es très bien documenté. Oui, donc... Édouard, fameux Édouard, Premier ministre, on ne sait pas s'il va être élu ou non. Il paraît qu'il peut ne pas être élu au Havre. C'est la glorieuse incertitude du sport. Incertitude. Et donc là, alors, n'importe comment, il va être viré. Qu'il soit élu ou pas élu, à mon avis, il va être viré. Bah oui, parce qu'il fait de l'ombre aussi. Il fait quand même de l'ombre. Il a un fort pourcentage. C'est jamais bon de faire de l'ombre au soleil. Voilà.
Voilà. Hein, c'est mauvais, mauvais pour le roi Macron, quand même, cette histoire. Et donc, il y a plein de possibilités de remaniement. Oui, ensemble, tout est possible. Tout est possible. Et il y a des prétendants. Bon, je vais vous les montrer, les prétendants. Et puis ensuite... tu vas nous les présenter. Vous les présentez. Et ensuite... Eh bien, on fera nos propres parce qu'il faut quand même. Oui, il faut qu'on explique aux auditeurs et aux spectateurs que ce personnel politique qui va permettre de rénover de fond en comble justement la tête de l'État et l'appareil dirigeant à partir du moment où on sera dans ce monde d'après va puiser largement dans un personnel extrêmement expérimenté, hein, puisque plutôt de la génération des pères, voire grands-pères de Macron, que de la sienne, donc il est peut-être pas très bien informé toujours sur le pédigré de chacun, ses potentialités. On va lui donner quelques éléments. On va lui donner quelques éléments pour éclairer son jugement. Voilà. C'est de façon tout à fait citoyenne, encore une fois. Absolument. On insiste beaucoup. Donc, parmi les prétendants, certains folkloriques, mais enfin, il y en a un principal, c'est Michel Onfray. Oui. Enfin, lui n'a pas été proposé de l'intérieur. Il a tendance à vouloir s'imposer. Il veut s'imposer. Voilà. Hein. Mais il faut quand même le présenter un peu. Hein. Oui, Michel Onfray, rappelons, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y en a peut-être un certain nombre, qu'il vient d'entrer en politique de manière, à sa manière assez peu discrète, habituelle, en créant un parti. Alors, qui s'appelle le Front Populaire. Voilà, qui s'appelle carrément le Front Populaire. Carrément le Front Populaire. Oui, Michel Onfray ne fait pas les choses à moitié, c'était le slogan que je lui avais trouvé, comme d'habitude. Et là, c'était assez amusant parce que quand tu m'as rapporté ça, ça m'a fait quand même beaucoup penser à la manière dont Patrick Sébastien, un autre amuseur public, mais sur un registre un peu différent, avait déjà esquissé l'idée d'entamer une carrière politique, et il avait appelé son parti le DAR. Le DAR, oui. Et il me semble que c'est sans doute pour ça, parce que le mot était déjà pris, que Onfray ne l'a pas pris et donc a décidé de... Le Front Populaire. Le Front Populaire. D'ailleurs, il s'en défend. Hein, il s'en défend, il dit « je suis pas Blum, mais le Front Populaire... » Oui, il l'a dit. Quand on l'a interrogé, Bourdin qui l'interrogeait... Oui, parce qu'il y avait peut-être une ambiguïté... Il a tout de suite dit « mais vous vous prenez pour Blum. » Oui, il faut lever tous les malentendus. Oui, les malentendus. Absolument pas, mais c'est une référence historique du social, voilà. Bon, en gros, il veut réconcilier tous les souverainistes de gauche et de droite. Il y arrive avec la droite, hein. Il y a De Villiers qui est rentré là-dedans déjà. Bon, mais je voulais te citer, alors, il a été attaqué, par BHL, figure-toi. Ah oui, mais ils sont quand même en compétition depuis assez longtemps. Par BHL, qui a dit « Front Populaire, c'est Blum, Onfray et Doriot ». Bon... Furieux, Onfray a répondu. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que voulait dire BHL, mais enfin, apparemment, Onfray a compris. Onfray et Doriot. Oui. Bon, Doriot, quand même, une référence d'extrême droite. Bon, oui. Très bien. Alors, le Front Populaire, c'est à la fois Blum, Onfray et Doriot. C'est-à-dire ce seraient les trois qui se seraient réclamés d'un Front Populaire. Voilà. Voilà, j'ai compris. BHL, dont il faut citer le prochain livre, hein, quand même. Ce virus qui nous rend cons. Oui, hein? ça on a déjà commencé à communiquer là-dessus. Hein, on en communique. Oui. Le premier oui, mais là, est con, c'est bien... Oh, non, sur ce thème, quand même, Maître BHL a quand même un petit peu d'avance. En tant que cuistrologue en chef, bien avant, alors que Onfray était encore en culotte courte, il a quand même une antériorité. Donc c'est un peu normal qu'il revendique une certaine autorité sur ce thème. Mais c'est pas de ça dont Onfray veut nous parler, lui. Attends, non, mais je vais te donner la réponse d'Onfray, parce qu'elle vaut le détour. Oui. Parce qu'en fait, son BHL, il a écrit dans Le Monde. Alors, la réponse, Le Monde a accueilli le négationniste Forisson, mais aussi Badiou, faisant l'éloge de Pol Pot. Sic.
Oui. C'est pour ça que je voulais te donner cette... Donc c'est du gros niveau, là. C'est un débat quand mal, même. hein. C'est des débats... Et voilà Badiou qui rentre là-dedans. Oui, oui. Alors ça, c'était la réponse donc du berger à la bergère, de Onfray à BHL. Voilà. Oui, quand un vicomte rencontre un autre vicomte, quel qu'il se raconte, des histoires de vicomte. Voilà, et il répondait là-dedans. Donc, mais enfin, pour l'instant, ça ne nous apprend pas grand-chose sur quel est le projet politique. Le projet, c'est réconcilier les souverainistes, faire des assemblées participatives, faire une revue, un truc internet, bon voilà. Mais pour ce qui est des grandes orientations sociales, politiques, économiques du pays, pour l'instant, c'est en gestation. C'est en gestation. Voilà. L'essentiel, c'est de faire participer à des grandes assemblées participatives. Oui, c'est le mode de fonctionnement. C'est du Hidalgo, en fait. Voilà. C'est la démocratie participative. Parmi les autres prétendants, enfin, qui étaient... on va passer sur le professeur Raoult qui vient de dire que ça n'intéressait pas du tout à la politique, mais il était très bien dans les sondages, hein, Raoult, attention. Oui, donc on garde ça dans un coin de notre esprit. Il y a Bijard, bien sûr, qui ressemble à Patrick Sébastien et compagnie. Oui, c'est le côté d'art. Oui, alors, je ne sais pas si tu te souviens le masque qu'il avait, ce qui est écrit dessus. Non. J'encule tout le monde. Ah bon? C'est joli, hein? C'est le masque de... Non, parce que j'ai pas beaucoup suivi. Je le suis d'assez loin, même pas du tout, Bijard. Tu vois, je me renseigne. Oui, ben c'est bien, heureusement que tu es là. Donc, c'était J'encule tout le monde? J'encule tout le monde. Mais je croyais qu'il avait... Joli mondeur, non? Mais lui, contrairement à Michel Onfray, Onfray, pardon, j'ai tendance à l'appeler Onfray, je ne sais pas pourquoi. Michel Onfray, lui, Bijard, il a été Bigard, je me rappelle jamais, c'est Bigard ou Bijard, comment il faut dire. Bon, bref, quoi qu'il en soit, lui, il a été appelé. Oui. D'ailleurs, comme Raoult, par Macron. Raoult. Donc, il peut considérer qu'il est sur les rangs quand même. Ces gens-là. Il n'a pas vu Onfray, hein, je crois. Oui, c'est ça, il n'a pas vu Onfray. Il n'a pas vu, mais les autres, il les a vus. Mais il n'a peut-être pas vu BHL non plus. Il n'a pas vu BHL. Mais BHL, n'est pas sur les rangs, lui. Oui. Et dans nos propositions. Il est hors concours, BHL. Il est un peu hors concours. Oui, il s'occupe de son bouquin. Hein, oui, il a mis le paquet. Hein, là, il y a un gros budget. Voilà. Donc, on pourrait peut-être faire, nous, des propositions. On a certaines propositions à faire. Il y a eu aussi, il y a eu à l'intérieur du Cénacle de la Macronie, il y a eu des propositions qui ont fuité, comme on dit. Voilà, alors c'est Gilles le Jeune qui a laissé... Le gendre. Oui, le gendre. C'est le gendre préféré des mères de famille françaises. Oui, alors il a cité Valls, qui serait vraiment... Oui, alors Valls, oui, là, on est vraiment dans du nouveau, mais du pas trop ancien quand même. Pas trop ancien et pas trop vieux. Oui, c'est à peu près, c'est presque la génération de Macron, donc ils peuvent se comprendre. Ils se connaissent bien. Oui. Et ils s'apprécient, je crois. Ils s'apprécient. Oui. Et donc nous avons Valls, et je parle... Alors Valls, c'était un premier ministrable sérieux, consistant. On en parle beaucoup. Voilà. Et là, ça, c'est le monde d'après. Voilà. C'est là que ça tourne effectivement un peu au film catastrophe, quand même, le monde d'après. Bon, mais nous, on a... Même normalement, la catastrophe, c'est avant le monde d'après. Là, dans la version que tu me proposes, la catastrophe, ce serait le monde d'après, quand même. Voilà. Plutôt. C'est ça l'ennui. Donc peut-être que... Et nous, on a du renouveau. Alors, il y a autre chose. On a des renouveaux. Voilà, vas-y. On a des propositions. Hein. On a, par exemple, à la santé, Douste Blazy. Pour constituer le gouvernement, le futur gouvernement. Donc, Douste Blazy, oui, à la santé. Moi, j'avais songé parce que là, il s'agit de mettre des gens d'expérience, et donc peut-être que Fabius, qui a quand même... aussi, Fabius. Oui, Fabius ou Douste Blazy, entre les deux, pardon. Attends, il a été ministre de la Culture, je le rappelle, sous Chirac. Ah, ça, je ne me souvenais pas. Oui, en 95. Oui. Ensuite, il a été ministre de la Santé. Oui. Où il a fait une réforme de l'assurance oui, où il a fait des étincelles. Vous vous souvenez? Il a été au ministère des Affaires étrangères. Oui. Tu t'en souviens? Sous Villepin. Ah oui, il a quand même un bon CV, lui. Sous Villepin.
pour ce qui est de l'expérience. Hein, et il a passé son ministère à Bernard Kouchner, il a un grand ami à lui, et dont on sait tous les retournements de Kouchner. Oui, ils sont assez proches. Ils sont assez proches. Très proches. Peut-être que sur subjectivement, on peut dire qu'il y en a un qui est quand même plus réservé que l'autre. C'est peut-être pour ça qu'on avait surnommé. Ils sont plus que proches. Rouste Blasi, mais ils sont proches intellectuellement, oui. Idéologiquement bien sûr. Et c'est ça que tu vas nous documenter. Parce qu'après, qu'est-ce qu'il a fait, ce petit Douste Blasi? Il a fait un programme humanitaire en 2008 qui s'appelle Massive Good. Ah oui. Massive Good. Pourquoi en anglais? Je sais pas. Ah, mais déjà à l'époque. Je sais pas. Oui, Massive Good. C'était en 2008, ça s'est arrêté en 2010, parce qu'ils avaient des frais astronomiques par rapport aux apports. Mais ça consistait en quoi? C'était pour aider les pays sous-développés, sous-développés, pour l'eau, pour l'aide, pour les vaccins, pour je sais pas quoi, enfin voilà. C'était un programme humanitaire. Ça n'a pas marqué les esprits? Non, mais ils ont dépensé quand même beaucoup d'argent. Et entre autres, j'en ai un exemple, parce que, par exemple, Bernard Kouchner a eu, grâce à lui, un poste au CNAM, où il était, en plus qu'il avait été ministre. Déjà ça a dû coûter cher, puisqu'on l'appelait Bernard Coûte-Cher, déjà à l'époque, plutôt que Kouchner. C'était Bernard Coûte-Cher. Il avait, dans mon souvenir, parce qu'il avait environ 5 000 €. Pourquoi je sais tout ça? Parce que Douste Blasi est devenu président des universités et de Paris 7. Et moi, je dépends, en biophysique à Bichat, je dépends de Paris 7. Et donc, on avait affaire à Douste Blasi, qui des fois venait voir les labos. Oh, ça devait être formidable. Et voilà. Donc, c'est comme ça que, me connaissant bien Kouchner aussi, j'ai su également, j'étais à une conférence de Kouchner au CNAM, qu'il avait organisée. Ça devait être formidable. Formidable. Où il y avait un des mecs avec qui Kouchner était très ami de droite. J'ai oublié son... Il y en a pas mal. Hein. Un belâtre... Il y en a pas mal aussi. Tu te souviens quand ils avaient fait Kouchner... Ça n'est pas BHL. Glucksmann et un autre. Il y avait un groupe et il y avait un troisième. Ah bah, en général, c'est du lourd. Donc, déjà, Kouchner, BHL et Glucksmann, en général, les trois faisaient la paire. Il y avait un autre de C'est les trois mousquetaires, mais il y en avait un quatrième. Non, j'ai oublié. Un mec. Alors, le quatrième mousquetaire, on retrouvera ça. Alors, bon, pour finir... Ah bah là, on est déjà bien à droite, quand même. Sous Douste Blasi, il est membre de l'IHU de Marseille, hein, avec Raoult. Oui, bah oui, il est revenu dans l'actualité, Rouste Blasi, comme soutien du bon docteur Raoult. Oui. Et donc, tu penses que ce serait des gages à donner que de penser à lui donc parce que indirectement, pour le jour d'après, pour le monde d'après. Indirectement, il est lié à Raoult. Oui. Raoult ne voulant pas être là, mais... Oui, mais peut-être que... Voilà. Hein. Alors, on a vu Valls, on a vu... on va peut-être voir Fabius, en effet. Fabius, moi je le voyais bien à la santé, parce que quand même il a déjà fait lui aussi ses preuves à la santé. Oui, le sang contaminé, etc. Où il a été blanchi. Il était quand même assez... Il était bien appliqué. Il a montré qu'il était capable de passer au travers de... Ah oui, de la justice, des gouttes. Il a perdu peut-être de son agilité de l'époque. C'est ça le problème. Là, il est plutôt en vieux sage. Il est en vieux sage, enfin, il a de la connaissance, il ne présente pas trop mal, encore, il a pas mal. Oui, mais enfin, ces temps-ci, il avait tendance, on l'a mis là parce qu'il avait tendance à faire la sieste, y compris quand les caméras le filmaient, donc c'est un peu embêtant. C'est vrai. Donc c'est peut-être pour ça qu'on va se tourner vers d'autres. On va se tourner vers d'autres. Alors, parmi les autres, on a quand même des gens très importants. Il faudrait quand même mettre quelque part une femme. Alors, moi je t'avais proposé, quand tu m'as parlé de ça, évidemment, il y en a une qui a quand même une grosse expérience, à la fois dans le social et dans l'écologie, c'est Corinne Lepage.
Corinne Lepage pour l'écologie. Oui, mais elle a quand même, dans le social, c'est quand même elle qui est à l'origine du revenu universel. Hein. C'est quand même elle qui a été la première à mettre cette idée éminemment sociale, bien qu'elle ait récupéré ça de l'archéologie du libéralisme le plus consternant, mais quand même ces idées géniales qui ont été reprises unanimement par la gauche la plus radicale, y compris de revenu universel, c'est quand même Corinne Lepage. De Madame Lepage, puisqu'on est sur Lepage. Allons-y sur Lepage. Alors. Enfin, si on peut se permettre. Bon, c'est une avocate. Nous évoquons son cas. Très très riche, c'est la plus grosse fortune de France. Une des plus grosses fortunes de France. Voilà. Oui. Alors, elle a eu des affaires célèbres et qui sont connues. L'Amoco Cadiz, je parle mal. Ça a été un peu oublié, ça aussi. Voilà. Le procès a duré 15 ans. Elle était mêlée à... C'est elle qui s'est occupée. Oui, à l'époque, c'était ses débuts d'écologiste. Écologiste. Le deuxième, très écologiste aussi. Et comme avocate aussi, donc. Oui, elle était avocate, c'est elle. Et elle s'est occupée de la marée noire du pétrolier Erika aussi. Ah oui. Hein, en 99. À chaque fois, elle gagne. C'est une spécialiste des catastrophes, donc c'est peut-être le moment de l'appeler. Elle gagne ses procès. Mais, moi j'ai quelque chose qui me reste à travers la gorge. Elle a donc été... Elle faisait partie des jupettes si on peut dire. Mais elle a été au gouvernement Jospin, où elle était ministre de l'Environnement. Oui, mais enfin, à l'époque, au monde nouveau de Macron, on est de gauche et de droite, on a un peu mangé à tous les râteliers, c'est un signe d'agilité politique et intellectuelle, donc c'est plutôt bon. Je voudrais quand même dire un mot sur... elle a contribué, c'est elle qui a arrêté Super Phoenix. Oui, ça c'est... De Cress-Malville, et il faut que je dise un mot là-dessus. Oui, bien sûr. Parce que vraiment... Alors d'abord, c'était un générateur de 4e génération qui n'a rien à voir avec l'EPR, le dernier de Flamanville. Hein. C'est comme si tu avais une Simca et une Cadillac à côté. On va peut-être pas développer trop cet aspect. Simplement dire que c'était une nouvelle génération de centrales nucléaires qui ne produisait pas de déchets, sur-régénératrices, etc. Et qui était 10 fois plus puissante que les autres. Et qui, au moment de l'arrêter, fonctionnait parfaitement et était prête à mise en service. Complètement. Donc, pour des raisons de dogmatisme débile, évidemment, ils ont trouvé une oreille attentive en Corinne Lepage. C'était le gouvernement Chirac à ce moment-là. C'était qui? C'était Jospin. C'était Jospin. Oui. Jospin. On a tendance un peu à les mélanger. Jospin a tout cédé. Oui. mais Jospin, il a été très fort, que ce soit pour les dénationalisations, pour les privatisations, pour saquer l'appareil industriel. Oui. Mais Jospin, il a vraiment fait. Mais justement, Jospin, là, on pourrait peut-être Il existe encore. Il existe encore, on pourrait le remettre en service. Oh là. Hein plutôt que Super Phoenix, c'est plus difficile, mais Jospin, c'est plus facile de le remettre en service. Il a loupé son élection, il s'est retiré de la politique. Mais enfin, il est encore là, en vieux sage. Comme Delors. Tous ces mecs-là, ils sont toujours là, quand même. Bien sûr, Delors serait bien. Mais c'est vrai que ça commence, on atteint quand même la limite d'âge, malgré tout. Ben oui. Alors, on n'a toujours pas de ministère des femmes, mais moi, je vois Ségolène. Alors, Ségolène, oui, bien sûr. Alors, elle, en plus, c'est la jeune génération, Ségolène. En tout cas, elle en veut. Elle en veut. Elle en a toujours beaucoup, d'ailleurs. Elle en veut beaucoup à certains, d'ailleurs. Beaucoup. À certains, oui. Et elle ne veut plus de son gouvernement des phoques et des pingouins, là, de son... Non, elle s'est lassée de ça. Non, elle s'est lassée. Les Hulot, les machins, les Debussy, là. Donc tu la vois à quel poste? Parce qu'elle c'est comme ce ministère de la femme. Elle peut tout faire. Femme. De la femme, quand tu la verrais là. Il nous faut une femme, la femme. Ah oui, pour remplacer donc Schiappa. Voilà. Schiappa qui a fait son temps, qui était déjà un peu usé, c'est vrai. Ségolène, elle est inusable. C'est l'avantage. Inusable. Et puis elle a un bon ressenti par la gauche, hein, le PS et compagnie. Oui, enfin, par la deuxième droite, tu veux dire. Oui. Elle est quand même une des cofondatrices de la deuxième droite, avec Rosan Vallon, qui était quand même son conseiller personnel. Le désir d'avenir. Elle est assez bien vue par ce qu'on appelle le PS. Oui, par cette partie de la Macronie qui fut jadis socialiste. Voilà. Oui. Donc elle a des soutiens, c'est ça que tu veux dire?
pas trop mal placé. Oui. Alors, on a... Mais à quel poste? Donc, ministère de la Femme. Un grand ministère de la Femme, peut-être. Étendu. Ah, il en faut un. Oui. Oui, mais là, ça pourrait être un ministère d'État. Comme ça, ce serait quand même une preuve de féminisme. Hein. Ah oui, aussi. Par les temps qui courent, ce serait bien. Aussi. Alors, attends. On a parlé de Philippe de Villiers, oui, qui serait bien aux armées. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, il a son frère. Oui, son frère est pourrait le tuyauter. Son frère pourrait le tuyauter. Son frère qui se voyait comme recours il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Oui, donc dans la période actuelle, pas mal. Là aussi, il y a une belle expérience. Des gens expérimentés, fous, oui, voilà. Ils pourraient nous organiser les armées, la force de frappe. Il fait partie du Front populaire. Hein. Oui, il fait partie du Front populaire en plus, donc pour organiser ça à la manière d'un grand spectacle populaire. Je pense que ça pourrait plaire. En plus, ça pourrait plaire à Macron, ça. Pas mal. Surtout pour le défilé du 14 juillet, d'ailleurs. Même cette année, ça va être un petit peu en demi-teinte, on va dire. Mais justement, pour le monde d'après, il faut marquer le coup. Oui, alors c'est comique cette histoire du 14 juillet. Le truc le plus scandaleux que je trouve, c'est de mettre des médailles aux soignants à cette occasion. Ah, tu sais qu'on leur a donné... Ah, ils ont des médailles quand même. Ils vont avoir des médailles. Jusqu'à maintenant, ils ont eu sous vos applaudissements. Non, mais il y a mieux. Bravo, on aime beaucoup ce que vous faites. Et là, maintenant, ils ont des médailles en chocolat. J'ai vu le médecin de la Salpêtrière qui avait interpellé Macron au tout début. Oui. Là, je l'ai vu hier dans une interview. Tu sais, ils se foutent de notre gueule. Tu sais ce qu'on leur a donné aux aides-soignants? Des chèques vacances. Ah bah c'est pas mal déjà. C'est parce que les vacances, c'est quand même quelque chose de précieux. Par les temps qui courent, hein. C'est pas donné à tout le monde. C'est des privilégiés. C'est des privilégiés. Il faut qu'ils s'en rendent compte. Oui, mais c'est leur vie quotidienne. Et qu'est-ce qu'ils voudraient? Ils voudraient peut-être une augmentation de salaire. Non, mais n'importe quoi. Ce qu'ils demandent, c'est ça. Ben oui, mais et on nous cache. Alors qu'ils ont été applaudis par la France entière. On nous cache les mouvements, parce qu'il y a des mouvements des soignants actuellement. C'est caché. Et qui ne sont pas des mouvements d'enthousiasme et de reconnaissance à l'encontre du gouvernement. C'est ça ce que tu veux dire. Et surtout, ils sont cachés actuellement par les mouvements qu'il y a en solidarité avec les Américains. Oui, donc ça arrange pas mal de monde, ça. Caché. Il faut bien le dire. Donc les soignants cachés, les retraites finito, enfin tout ça, voilà. C'était le monde d'avant, ça. Le monde d'avant. C'était le monde d'avant, remettre en état notre service public de santé, ça c'était... Pourtant, tu nous as expliqué que l'heure est au social. Ah oui. Oui. C'est d'ailleurs le cheval de bataille de Le Maire. Au tout début, là, il était sous l'émotion, il a prononcé des gros mots du genre nationalisation ou des trucs comme ça. Oui. Bon, on sent. Oui, c'était l'émotion. On sent qu'il était sous le coup, sous le choc. Depuis, il s'est ressaisi, bien sûr, mais quand même. Est-ce que tu penses que il peut se passer des choses là, de ce côté-là? Est-ce que tu as des déclarations? Le maire, il est par certains, il est présenté aussi comme possible Premier ministre. Oui. Mais il n'est pas très, faut dire, il n'est pas très charismatique. Oui, c'est la réputation qu'on lui fait, mais enfin, évidemment par rapport à Ségolène Royal. Oui. Enfin, si tu regardes, alors et c'est peut-être mieux quand même que Valls à certains égards. Valls est clivant. Et c'est peut-être pas ce qu'il faut en ce moment. Tout à fait. Donc peut-être que le maire présenterait mieux. Moi, le maire, il me paraissait bien, je crois. Il est pas, mais c'est pas lui qui a été préconisé non plus. Non. Du moins de l'intérieur de la Macronie. Si, quand même, le maire, c'est une option sérieuse. Oui. Si. Oui. Oui, pourquoi pas, parce la Macronie aime bien le maire. Oui, parce qu'il présente bien. Il s'en sort avec ses bilans, oui, on l'envoie toujours au casse-pipe, il prend les coups sans s'énerver, sans s'affoler, et donc il a eu cette espèce de moment social, de fibre, de moment d'émotion, où il a expliqué que on ne sait pourquoi pas, à partir du moment où son chef Macron a quand même repris les propos de la Banque Centrale Européenne, voire de la Fed, c'est-à-dire on allait lancer la planche à billets quoi qu'il en coûte. Alors là, je crois qu'ils sont peut-être revenus un peu sur ce quoi qu'il en coûte, parce qu'ils ont commencé à faire leur compte, et ça coûte très cher quand même. Ça coûte cher. Voilà.
Alors, donc peut-être qu'ils en sont un petit peu rabattus sur cette histoire-là. Je ne sais pas, mais que le maire serait bien parce c'est sa spécialité là de faire passer ce genre de. Voilà, mais pas charismatique, c'est ça qui lui est reproché. Mais peut-être l'autre, Édouard Philippe, n'était pas terrible. Voilà, non plus, on ne peut pas dire que le charisme d'Édouard Philippe était, mais c'était rassurant justement. C'était rassurant. Donc le maire peut être rassurant. Oui, moi il me paraît bien. Je le vois bien parti lui. Bon. Dans tous les candidats que tu m'as cités. Bon. Mais attends, on a oublié des choses. On a oublié. Moi, j'avais aussi noté Yves Cochet. Ah oui, Yves Cochet, ça c'est... Bon, comme on va parler expérience. Oui, et puis on va parler du quartier. Donc Yves Cochet, c'était quand même c'est le régional de l'étape. Hein. Nous l'avons filmé ici, c'est un habitué. C'est quand même... Et lui, c'est quand même le pompon. Voilà, je veux dire, c'était quand même un des grands spécialistes des cuistreries monumentales. Effrayant. Alors j'en ai une à te citer. Et des énormités dites sur un ton plutôt, comment dirais-je, décontracté. Hein, et lui aussi, il s'énerve pas. Je crois qu'il a absolument aucune conscience de la profonde sottise de ce qu'il peut raconter. Et c'est relativement efficace parce qu'il y a quand même des gens, crois-moi, qui achètent son livre. Ça paraît très curieux. Quand même, le père des collapsologues, enfin un des pères de la collapsologie. Pas simplement ça, c'est un malthusien absolu. Ah oui, total, bien sûr. Défense de Malthus. Oui. Il a quand même été il est mathématicien, mais il est anti-science, complètement. Il est anti-progressiste, totalement. Il est contre le progrès. Il est dans le refoulement. Et alors, il y a un truc qu'il avait proposé, qui quand même vaut le coup, en février, dans l'IB, février 2009. Il a déclaré être pour la grève du 3e ventre, et donc de diminuer les aides à partir du 3e enfant. Ceci pour limiter les naissances, mais diminuer les aides. Hein. Oui. Et c'est pas tout à fait la logique du planning familial de jadis. Et son argument, c'était pour mieux accueillir les migrants. Ah. Il ne fallait pas faire d'enfants. Oui. Pour mieux accueillir les migrants. Oui, c'est un malthusianisme quand même postmodernisé, là. T'as vu ça un peu? C'est très postmodernisé. Quand même... Mais ça, c'est assez proche de la stratégie d'Hidalgo, par exemple. Ouais. Donc il a peut-être ses chances, peut-être pas au gouvernement, mais comme conseiller occulte, à l'hôtel de ville, voilà. Peut-être qu'il pourrait donner des bons conseils. Il a été un gouvernement Jospin, ministre de l'Environnement. Le seul problème là, c'est qu'il s'est enfermé comme pour lui la fin du monde, ça y est. Oui, c'est ça. Donc il s'est de la fin du monde. Voilà, il s'est quand même enfermé dans son bunker là, avec ses chevaux, d'après ce que j'ai compris. Et donc il a expliqué qu'il avait été lui-même était un peu surpris, hein, parce qu'il pensait que ça allait être soit le pétrole, soit le changement climatique. Mais enfin, il avait quand même annoncé ça pour 2020-2030. Donc, il est dans les clous, là. Et donc, comme quand même futurologue efficace et perspicace, peut-être qu'il pourrait jouer un rôle, hein. Alors, à défaut de le faire au gouvernement, il pourrait être dans la démocratie participative à l'hôtel de ville à Paris. Voilà. Je pense qu'il a sa place. Surtout qu'il y a quand même déjà une fine équipe aussi là-bas qui nous a gratifié d'amélioration du quotidien assez étonnante. Alors, il nous reste la culture. Oui, alors la culture, voilà. Alors, la culture. Est-ce que Michel Onfray voudrait s'y frotter? Il me semble que si c'est peut-être son deuxième choix. Après le Premier ministre, là, il est quand même taillé pour ça. Il est taillé pour ça. Il a toute l'expérience. Il a quand même été le philosophe officiel de France Culture pendant plusieurs années, qui nous le servait, tous les étés ad nauseam. Aussi, oui, bien sûr. Ad nauseam. Mais ça, je dirais que c'est aussi effectivement à mettre à son crédit, hein, parce que c'est une expérience. Les résultats ne sont pas quand même extrêmement convaincant. Néanmoins, oui, ça me paraît Onfray à la culture, ça paraît une bonne idée. Je le vois bien. Ça va mettre une grosse effervescence en plus dans le milieu parce qu'il a des comptes à régler.
Oui. Avec ses anciens amis qui l'ont un petit peu snobé là, ces derniers temps. Donc, à mon avis, il va vouloir, comme Ségolène, il en veut. Hein, il en veut beaucoup, il en veut toujours et il leur en veut pas mal, je pense. Donc ça pourrait être assez spectaculaire, justement. C'est ce qu'on propose, nous on le propose. Oui. Alors attends, on a oublié l'éducation. Oui, l'éducation nationale. C'est pour ça qu'on voyait Allègre. Oui, Allègre, il fallait qu'on se renseigne pour l'éducation. Mais il y en a un autre, quand même, pour l'éducation, qui a déjà sévi, qui s'est mis sur les rangs. Oui, dont on a parlé pour l'éducation. Pour l'éducation nationale, il y avait Chevènement. Mais oui, bon, voilà. Mais enfin bon. Il y a de l'expérience. Pour l'éducation nationale, qui on aurait dans les... On a un autre, attends, qui c'était... Tu n'avais pas pris de notes pour ça. J'ai tout noté. Éducation nationale. Moi j'ai plein de noms qui se bousculent dans mon esprit. Non, ça c'était pas trop leur truc. C'était un socialo. Un socialo pour l'éducation. Pour l'éducation nationale, il y en a eu plusieurs qui ont été assez brillants. Mais bon, il y a eu Jospin, bien sûr. C'est vrai, il y avait Jospin qu'on avait, qui avait une grosse expérience. Comme Allègre d'ailleurs, tous les deux, ils ont fait très fort. Voilà. Hein, ils sont très copains d'ailleurs. Oui. Mais il y avait Jospin. Mais oui, Jospin qui avait quand même envisagé de supprimer les lettres classiques du programme de l'éducation nationale. Plus la physique. Ah bon aussi. Signale. Ah oui. La physique nucléaire dégagée, ça. Ah oui. C'est un peu logique, hein, puisqu'il avait viré tout ce qui ressemblait de près ou de loin le nucléaire civil. Le militaire, ça on conserve. Du nucléaire civil. C'est le nucléaire militaire. Non, ça c'était sérieux. Ça. Ça fait longtemps qu'ils ont abandonné la thèse de la bombinette. D'ailleurs, c'est la médaille principale de Macron quand il va voir ses petits copains du club du G8 ou du G20. Moi j'ai la bombinette. Corinne Lepage s'était opposée à Chirac sur la poursuite des essais nucléaires. Oui, c'est normal. Tu te souviens? C'était assez logique. Elle n'était pas encore dedans, mais elle s'était opposée. Ah bah oui, c'était un peu logique. Enfin, elle a réussi son coup quand même après. Alors donc là maintenant, on a fait un tour d'horizon de ce qui pourrait se... Alors, on a, je pense, éclairé quand même pas mal la lanterne de Macron, qui doit être un petit peu hésitant en ce moment, parce qu'il est un peu troublé, d'après ce qu'on a appris. C'est ce qu'il a dit. Il avait encore changé, il est complètement bouleversé par ce qui se passe, il est en train de réfléchir. C'est peut-être pour ça qu'il est devenu assez silencieux ces derniers temps. Mais enfin, je pense que ça n'est que... Tout ce qui se passe, alors ça n'est que très provisoire, ça n'est que partie remise, et que nous allons avoir des annonces époustouflantes avant longtemps. Donc, conclusion provisoire en attendant les épisodes précédents. Donc, on a vu que au niveau local, si on se limite au 14e à Paris et à la France, on a vu que là, dans le trouble général, dans le doute, les plus hautes autorités de l'État cherchent à rassembler des valeurs sûres, quitte à avoir même du poussiéreux, puisque les jeunes n'ont pas franchement fait leurs preuves. Aux dernières nouvelles, manifestement, on n'a pas vu grand monde émerger, ou alors disparaître assez vite, avec des histoires parfois un peu sordides. Donc, là, on a fait appel quand même à l'arrière-garde, à la vieille garde, on va dire, et même à la très vieille garde parfois. Avec des références. Mais alors, il y a quand même des problèmes sérieux qui subsistent. On a évoqué ceux du quartier brièvement, mais au niveau national, et ils se répercutent y compris chez nous, on a des problèmes, à la fois évidemment pour les services de santé. Ils étaient présents depuis longtemps avant l'épisode qui nous amène, l'épisode pandémique, qui sont déjà à peu près oubliés, et en tout cas, sinon, comme tu l'as rappelé, ils vont avoir quelques médailles en chocolat après avoir... les chèques vacances. Les chèques vacances. On a le problème aussi quand même l'école, et ça c'est un problème quand même très sérieux, parce que ça perturbe beaucoup, comme on dit vulgairement, ça fout un peu la merde du fait que nous avons à la fois le patronat, le MEDEF, et je dirais même les deux syndicats patronaux, puisque la CFDT, qui est maintenant quasi officiellement un autre syndicat patronal, rejoint et discute à tu et à toi avec le MEDEF,
et alors tous sont à pousser à la roue pour quand même le retour à l'activité profitable. Or, il y a un gros problème pour ça, c'est qu'il y a quand même près de la moitié encore des gens qui n'ont pas pu retourner au boulot, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'école. Et en attendant les vacances, sans parler de ce qui se passera à la rentrée, c'est un peu problématique. Alors toi, tu penses que tout ça, ça peut occasionner, y compris des révélations désagréables ou de nouveaux retournements spectaculaires? Oui, et puis de nouvelles propositions, de rivalités. Sur l'école, je voudrais quand même dire un point qui est essentiel, c'est que ils auraient dû dire, enfin n'importe qui aurait dû dire, l'école est obligatoire. Ah oui, ça c'est une des choses. Ça, c'est quand même majeur, une des choses qui marque le jour de le monde d'après, c'est que le monde d'après. On peut faire un peu n'importe quoi. Eh bien, un des accomplissements, on l'avait eu quand même avec toute la suite depuis Sarkozy et même avant. On a eu des régressions sociales, économiques, politiques répétées, approfondies. Avec Macron, ça s'est mis en marche précipitée entre la loi El Khomri, jusqu'à la dernière loi sur les retraites. On peut les accumuler. Donc, on a eu des régressions sociales qui nous ont amené d'abord avant les accords de Grenelle en 68, qui nous ont ramenés avant 45 et la Sécu et le reste. On est même revenu à certains égards pendant le quinquennat de Macron et déjà sous Hollande avant le Front populaire, mais là, avec l'abandon de l'école publique, laïque et obligatoire et républicaine, on est revenu avant Jules Ferry. Oui, avant Jules Ferry, avec des conséquences absolument énormes. Il me semble que ça, c'est un des points. C'est ce qui nous donne vraiment le sens profond, l'orientation de ce qu'ils entendent par le monde d'après. C'est-à-dire le monde avant-hier. On est dans un parcours qui pourrait peut-être nous ramener à l'Ancien Régime. Je sais pas, si on continue avec cette marche en avant, si décidé, là, avec le coup de boost qu'on a eu. Oui, et puis... Je vois qu'il est temps de conclure, donc merci Nicole. Donc tu es sur le coup, tu nous tiens au courant dès que possible des prochaines péripéties pour que... Au moins une fois avant qu'ait lieu le deuxième tour des municipales, nous puissions éclairer à la fois les électeurs du 14e, ceux de Paris et surtout Macron et son staff pour leur permettre de prendre les bonnes décisions. Merci Nicole.